Chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue au Grand Orient de France, bienvenue au Grand Orient pour cette conférence publique qui a pour titre « À notre santé, enjeux économiques et impact sur notre système de santé ». Sans plus tarder, je vais donner la parole à mon frère et ami Jean-Jacques pour quelques mots de présentation. Merci. Grand maître, mon très cher intervenant, mes frères, mes sœurs, mesdames, messieurs. Alors, ces quelques mots vont quand même durer 3 minutes, parce que le titre « À notre santé », c'est plutôt un titre optimiste. C'est une expression qui est conviviale, qui est joyeuse, fraternelle, mais lorsqu'on brosse le tableau de la santé, c'est un peu moins réjouissant. Alors, il y a une petite énumération qui est classique: détérioration des services de santé, valse des ministres, gestion des hôpitaux, état de la psychiatrie, crise des vocations, conditions de travail, dégradation de la prise en charge des malades, embolisation des urgences, inégalité d'accès aux soins, déserts médicaux. Voilà, on pourrait encore continuer. C'est difficile, dans ces conditions, de nous situer dans une réflexion dont l'objectif serait essentiellement de ne pas nous couvrir la tête de cendres, mais de profiter de la compétence critique d'intervenants pour esquisser quelques chemins éclairés, pour avoir un petit peu d'espoir, sans échapper pour autant au constat qui s'impose. Nous connaissons tous parfaitement la définition OMS de la santé: état de complet bien-être physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Mais qu'entend-on par santé publique ? Dans un gros ouvrage qui est paru dans les années 63, qui s'appelait « L'histoire de la médecine », 1200 pages, aucun chapitre sur l'histoire de la santé publique. C'était en 63, il n'y a pas 100 ans. Il y a quelques pages qui évoquent brièvement les médecins, la médecine sociale, ce qui correspond à une autre notion, même si on assimile parfois comme synonyme médecine sociale et santé publique. Pendant longtemps, la médecine sociale a été la médecine des pauvres, une sorte de philanthropie des nantis à l'égard des déshérités, et cette bienfaisance un petit peu dédaigneuse ne manquait pas d'être ambiguë. Aujourd'hui, dans nos pays développés, le concept de médecine sociale, né il y a à peu près 120 ans, tend néanmoins à se limiter aux procédés administratifs et financiers qu'emploie une société pour prendre à sa charge les soins que nécessitent ses membres. Mais effectivement, comme disent les anglo-saxons, il y a le care et le cure. En mars 2024, il y a eu une enquête Ipsos pour la Fédération hospitalière de France qui dépeint une situation qui ne cesse de se dégrader depuis la pandémie. Le système de santé français peine à retrouver son souffle. Alors, tous les points déjà évoqués sont importants, mais l'accent est mis sur 4 points un peu plus présents. Les délais d'attente. Un patient n'a jamais aussi bien porté son nom. En seulement 5 ans, le délai moyen est passé de 4 à 10 jours chez les généralistes. Ne parlons pas des spécialistes, évidemment. Conséquence, deuxième point, engorgement des urgences. Un quart des personnes interrogées concèdent avoir choisi cette option faute d'alternative. Il s'ensuit un troisième point, la fracture territoriale. Entre urbains et ruraux, le temps nécessaire pour accéder depuis son domicile aux services de soins est en effet structurellement inégal. Pour une personne qui vit dans une zone rurale, environ 50% de temps en plus pour accéder physiquement à un établissement ou à un professionnel. La défaillance du système se fait aussi sentir sur un quatrième point, qui est la prise en charge des patients. Environ 40% des malades chroniques déplorent une détérioration depuis le Covid, avec un retard de prise en charge et de soins. Je voudrais quand même émettre un petit bémol, parce que quand dans une pathologie sérieuse, on s'adresse à des établissements hospitaliers dans des services spécialisés, cette prise en charge est efficace, bien protocolisée, avec un personnel médical et paramédical compétent, dévoué, peut-être un peu débordé, certes, mais il fait face. Certains d'entre nous l'ont expérimenté il n'y a pas si longtemps, témoignage direct. Et il faut aussi être clair.
235 000 médecins en France, dont 29 000 avec un diplôme étranger, et parmi eux, 16 000 diplômes non européens. Ils sont indispensables au fonctionnement de notre système de santé. En juillet 2023, il n'y a pas un an, l'assurance maladie éditait 30 propositions pour améliorer le système de santé et maîtriser les dépenses, avec 4 défis majeurs. Améliorer la santé de la population, c'est le moins qu'on puisse faire, garantir l'accès à des soins de qualité, être soutenable économiquement et engager la transition économique du système. Donc, sur 4 propositions essentielles, 2 sont centrées sur les enjeux économiques. Il est évident dans ces conditions que prôner l'optimisme devient de plus en plus délicat, je le reconnais. Mais ne nous résignons pas. Ne nous résignons pas à n'envisager qu'une utopie pour un système de santé idéal en France. Idéal autant que faire se peut, évidemment. C'est évident, notre système de santé a besoin d'être réanimé, de retrouver un niveau décent, de faire mieux que sa 20e place dans le classement des pays de l'OCDE. Et comme le pire n'est jamais certain, espérons et à notre santé. J'ai dit. Merci Jean-Jacques. J'appelle maintenant notre très chère sœur Gloria pour la présentation de notre intervenant. Grand maître, mon très cher frère Guillaume, chers invités, mesdames, messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Les soignants ne cessent d'alerter sur l'état d'asphyxie de notre système de soins en France. En effet, les carences du système de santé français, mises en exergue au début de l'épidémie de coronavirus, ne cessent d'être pointées depuis. Mais ce sont des décisions politiques depuis des décennies qui ont mené à cette situation. Notre invité nous apportera ses éclairages sur le sujet. Médecin, Michel Schmitt a un long et riche parcours professionnel. Il a occupé différents postes en hôpital public. La formation continue qu'il a suivie tout au long de son parcours lui a apporté un éventail de compétences très impressionnant, comme par exemple en radioprotection et sûreté nucléaire. Il s'est investi dans différents domaines en dehors de son métier de médecin. En voici quelques-uns. Il est expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Colmar, vice-président honoraire de la Croix-Rouge française et beaucoup d'autres domaines qu'il a investis dont je n'ai pas pu faire la liste tout entière. En 2011, il a piloté la mission ministérielle Bientraitance et établissement de santé. Il en a été le rapporteur. En 2002, il a été honoré par l'Ordre national du mérite. Il a publié différents ouvrages, dont voici 2 titres, à titre d'exemple. Le soin, religion, croyance et société. C'est un ouvrage qui est en cours de publication. Promouvoir la bientraitance dans les établissements de santé en collaboration avec Michel Bressan et Martine Chikri-Renec. Voilà. Merci pour votre présence. Bonne soirée, bonne conférence. Merci Gloria. Docteur Schmitt, c'est à vous. Madame, Monsieur, chers amis, mon très cher frère Guillaume, et vous tous ici réunis, merci pour ces paroles de présentation qui m'honorent beaucoup, qui sont bien plus importantes qu'elles ne le devraient. Je vais essayer de m'en montrer digne. Je vous propose de réfléchir ensemble ce soir à une idée, à un projet, qui est de voir ensemble comment nous pourrions réparer notre système de santé en redonnant du sens aux personnes qui travaillent, en redonnant du sens aux soignants. Une première question, nous sommes, nous soignants, orientés vers la médecine, vers le soin, cette relation très particulière qui est duale, qui est intime entre 2 personnes, l'une qui soigne, l'autre qui est soignée, qu'elle soit ou non entourée de ses proches et d'aidants familiaux ou non familiaux, pour sous un contrôle administratif constant, parfois autoritaire et coupé des réalités, assurer la gestion financière et économique du monde de la santé. Certainement pas.
Et si les mesures d'efficience, si les mesures d'activité sont nécessaires dans notre monde aux moyens économiques contraints ou plutôt mal répartis, l'activité médicale ne doit pas être centrée sur un résultat économique, sur des avancées technologiques et autres compromissions. Là n'est pas le progrès. Le soin est une relation entre deux humains, la personne qui soigne, la personne qui est soignée, qui, loin du paternalisme des siècles passés, repose sur la disponibilité, sur la confiance, l'écoute et le respect de l'autre, de son autonomie et donc de son libre choix, de son humanité, de ses valeurs. Voilà notre priorité de soignant. Mais pour pouvoir délivrer un soin de qualité, pour être bien traitant, terme que je reconnais aujourd'hui maladroit car connoté, la personne soignée doit elle-même se sentir bien traitée, sécurisée, reconnue et valorisée. Madame, Monsieur, ne l'oublions pas. Une spirale vertueuse lie de façon permanente et qui ne peut être remise en question la qualité du soin à la qualité de vie au travail de la personne soignante et vice-versa. Si elles ne doivent pas être centrales, les mesures d'efficience sont toutefois nécessaires à une politique de soins prévenant les maltraitances. De la confiance avec les tutelles découlera l'adhésion des soignants aux procédures d'évaluation qui feront alors seulement sens dans l'amélioration de la qualité. Et comme l'on n'améliore vraiment que ce que l'on peut mesurer, certaines analyses sont indispensables à condition d'être tracées et d'être ensuite assumées par les décideurs. Un exemple, déjà évoqué lors de l'introduction, les délais. Les délais de rendez-vous, les délais de transmission des résultats, les délais de transmission des lettres de sortie sont certes un problème de santé publique. Mais que penser de l'inquiétude qu'elles suscitent, à tort ou à raison, auprès de patients persuadés de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés, et en tout cas de perdre des chances de guérison. Les causes de ces retards sont multiples. Les rendez-vous non honorés, les déserts médicaux et autres difficultés d'accès aux soins pour des raisons de démographie soignante, pensez au nombre de soignants formés, et il ne suffit pas que telle ou telle politique décrète vouloir former 60 000 soignants en 3 ans, encore faut-il trouver des candidats et surtout les garder après leur formation. Songez également à la pyramide des âges défavorable, une moyenne d'âge de médecins aux environs de 62 ans à l'hôpital. Songez à la féminisation des professions, à une valeur travail qu'apprécient différemment les nouvelles générations. Il y a également des motifs économiques, culturels, et ce n'est pas la médecine, la télémédecine, toute palliative, qui va permettre des échanges humains. Ceci peut vous sembler bien théorique, mais qui d'entre nous n'a jamais été gêné dans un hôpital à voir ces couloirs encombrés de brancards, encombrés de fauteuils? Réalisons-nous, Madame, Monsieur, que ces brancards, ces fauteuils sont en fait occupés par des personnes comme vous, des personnes comme moi, des personnes qui voient, qui souffrent, qui entendent, qui analysent, des personnes qui sont en mal-être dans un service d'urgence sans que personne n'y prête vraiment attention. Qui d'entre nous, soignants ou accompagnants ou aidants, et nous le sommes tous, n'a jamais été mal à l'aise sur la façon de communiquer, d'annoncer, de dire une maladie, d'annoncer un handicap, de parler, nous y reviendrons, de parler fin de vie. Alors, vous le constatez, avec le suivi des médicaments en rupture d'approvisionnement, dont tout le monde parle actuellement, il y aurait là bien des analyses à mener par des services de contrôle qui seraient concernés et surtout courageux. Si mesurer un niveau d'activité est une chose relativement aisée, comment, Madame, Monsieur, comment peut-on mesurer la qualité de la relation de soins? Et comment mesurer, hors toute charge administrative, l'écoute, le temps consacré à la personne en souffrance, le temps consacré à ses proches, à leur détresse? Comment mesurer la qualité de l'annonce d'un diagnostic de maladie grave, d'un handicap, d'une fin de vie proche? Comment apprécier la qualité de la relation humaine? Ce temps par essence non quantifiable et qui, pour certaines administrations, n'étant pas mesuré, n'existerait pas.
Comment en apprécier le coût et surtout la valeur? L'évaluation est en fait le véritable travail visant à prévenir les maltraitances et à améliorer la qualité du soin, à tendre vers ce que nous appelons la bientraitance pourra être entrepris. Le bien-traité, la bientraitance prennent une dimension que le soignant doit appréhender par une démarche individuelle et collective, responsable, reposant sur une confiance réciproque, ce qui suppose de temps disponible, sur une écoute active des malades et des évolutions de notre société, sur une nécessaire remise en cause constante des pratiques et postures du soignant. Ce n'est que récemment, contrairement à d'autres pays, que la France a abordé ces questions. La Haute Autorité de Santé a publié en 2010 le rapport Gady-Compagnon sur la maltraitance ordinaire et en juin de la même année, le ministre de la Santé a déclaré « Je veux promouvoir la bientraitance, c'est-à-dire la manière dont chacun est pris en charge, dans sa singularité, au moment de sa vie où il est vulnérable, dépendant de l'autre pour ses besoins les plus élémentaires. Je veux faire de la bientraitance un axe fort de ma politique. » Mais, mes amis, vous le savez, il y a loin des idées, fussent-elles bonnes, surtout quand elles sont bonnes, à leur mise en œuvre. Et le risque des manipulations et de manipulation des appels à la morale et à l'éthique du soignant sont graves. Alors, pourquoi entreprendre une action de prévention des maltraitances et de promotion de la bientraitance? La maltraitance ordinaire est banale. Elle est banalisée dans toutes nos structures de soins. Involontaire, due à la fatigue, à l'usure professionnelle, à la désorganisation, à l'absence d'attention d'un soignant, à son manque de motivation, de formation parfois, elle est un risque consubstantiel à toute prise en soin. Quelle que soit notre fonction, nous sommes tous maltraitants. D'une façon ou d'une autre, je ne parle pas de ces maltraitances graves, je ne parle pas des coups et blessures, je ne parle pas des agressions, je parle de ces petites choses qui rendent difficile la vie des personnes à l'hôpital. Un repas servi froid systématiquement, du bruit, des réveils à 3 heures du matin pour prendre la température. Ce que j'ai constaté la semaine dernière, des réveils à 2 heures le matin pour faire une toilette, de façon à soulager l'équipe du jour, etc. Faire face à ce constat de maltraitance généralisée ne relève pas des repentances stériles dans notre société à trop pris l'habitude, mais d'une prise de conscience qui suscite l'engagement des professionnels dans une dynamique de prévention. Fédératrice pour les acteurs de soins, elle sera utilement mise en œuvre pour motiver et entraîner les personnels dans une démarche permettant d'éviter les conflits, d'intégrer de nouveaux arrivants, de dynamiser, de stabiliser une équipe et d'améliorer son efficience organisationnelle et économique. Une prise de conscience est nécessaire, je le disais. Vous le savez tous, la maltraitance est habituellement considérée comme ne pouvant exister chez soi. Elle est le fait de l'autre, si elle n'est pas l'objet d'une démarche négationniste qui n'honore aucunement les valeurs éthiques dont nous nous prévalons. Sous bien des aspects, la médecine s'est déshumanisée, par l'indifférence du soignant parfois, par une référence continue aux chiffres et au budget souvent. La personne malade n'est parfois plus qu'un numéro, qu'un objet d'étude, qu'un organe ou une maladie, voire simplement une source de revenus. Et les jours de vie gagnés ne sont plus des moments de vie, mais des chiffres qui viennent alimenter des statistiques. Madame, Monsieur, qui se soucie de la qualité de survie? Qui se soucie du ressenti des personnes malades, de celui des soignants devant certains gestes que l'on leur demande de pratiquer? Qui organise la communication et l'information due aux personnes soignées et aux proches? Peut-on envisager une médecine sans avoir une pensée, sans avoir une parole pour les souffrances endurées par les patients qui voient leur vie basculer avant de progressivement s'éteindre, sans une pensée au drame vécu par les familles et les proches qui voient un être cher souffrir, parfois longuement,
parfois inutilement, se sentant bien inutiles dans cette lutte pour la survie, car non associés et non informés. Est-ce là, Madame, Monsieur, la médecine que nous voulons? Est-ce ainsi que nous voulons un jour être pris en soin? Notre société désire-t-elle promouvoir une activité médicale uniquement technique et financière, comme ces garages où l'on dépose sa voiture le matin pour la récupérer, éventuellement réparée le soir, ou veut-elle plutôt une approche humaine et humaniste de la personne qui se confie à nous? Interroger notre société ne répond pas de manière univoque à cette question. Et une étude que nous sommes en train de mener démontre que si le public jeune, contribuable, en bonne santé, rêve d'une médecine rapide, efficiente, sinon mécanique, en tout cas très peu onéreuse, les personnes âgées ou atteintes de maladies graves en fin de vie veulent-elles du temps soignant, veulent de la disponibilité, veulent de l'écoute, et peu en importe le prix. Voilà un débat sociétal qui doit être mené. Et au moment où nous abordons les problématiques de la fin de vie, ce débat est crucial. Quel système de santé voulons-nous? Et pour quoi faire? Quels moyens voulons-nous lui consacrer? Mon très cher grand maître, un vrai chantier pour notre République. En attendant, Madame, Monsieur, il nous faut développer une action fédératrice et motivante pour les équipes de soins, aujourd'hui désemparées. Nombreuses sont les personnes soignantes qui se sont engagées en raison de valeurs morales et humaines qu'elles ne retrouvent plus, qu'elles ne vivent plus dans le monde du soin, dans l'hôpital d'aujourd'hui. Ces soignants souffrent par manque de temps, par surcharge de travail liée à des problèmes sociétaux pourtant prévisibles, mais qui n'ont pas été anticipés. De la crise actuelle, bien sûr, mais aussi de maints défauts organisationnels et de lacunes institutionnelles. Alors, nos soignants doutent et se retirent. Ils doutent du temps consacré à leurs études, de ce temps pris à leur famille et à leur vie personnelle. Ils doutent du sens de leur travail, de leur hiérarchie pas toujours présente, qui ne communique pas ou qui communique mal. Autant d'ingrédients, vous le comprenez bien, pour qu'ils deviennent progressivement indifférents à la souffrance de l'autre, pour qu'ils deviennent, ou du moins risquent de devenir, des maltraitants ordinaires. Ce ne sont pas les regroupements hospitaliers qui permettent de limiter les déplacements au sein d'un établissement, d'optimiser les durées d'hospitalisation, de mieux assurer la sécurité du patient si l'on ne tient pas compte de l'incidence de la disparition des soins de proximité, s'ils peuvent permettre des économies d'échelle, mais qui entraînent la recomposition des équipes qui stabiliseront les personnels, bien au contraire. Pour remotiver les soignants, pour en intégrer de nouveaux, en particulier ceux fraîchement issus des instituts de formation, et par là limiter les dérives maltraitantes, pour éviter les burn-out individuels et collectifs, il faut redonner du sens aux personnes qui soignent. Une action pour prévenir les maltraitances, pour tendre à la bientraitance, en donne une extraordinaire occasion. Mais, Madame, Monsieur, gare à la manipulation, gare à l'instrumentalisation de l'éthique et des valeurs morales des soignants. Une action pour améliorer humainement le soin touche à l'intériorité du soignant, à ses valeurs profondes, à ce qui fait réellement le soignant. La réflexion sur l'éthique, dont la valeur du soin, a des vertus managériales évidentes, incitatives, aidant à l'amélioration de l'activité, de la productivité, en motivant les personnels par le sens donné à leur engagement. Mais la dynamique ainsi créée ne doit en aucun cas être instrumentalisée. On n'exploite pas l'éthique. Malheureusement, et c'est là un de mes regrets, moi qui me bats depuis 20 ans pour la bientraitance, les exemples ne manquent pas dans notre pays d'engagement en faveur de la bientraitance utilisés, manipulés, déviés pour devenir un outil de domination, exploitant les valeurs morales de chacun afin de contraindre des personnels déjà épuisés, en sous-effectif, à travailler encore plus.
Loin de les aider, la bientraitance est alors vécue par les soignants comme négative, comme un stress supplémentaire qui contribue à leur épuisement. Les travaux ainsi dévoyés, ainsi utilisés, le sont contre l'intérêt des personnes qui soignent, le sont contre celui des personnes soignées. Pour la majorité des personnes soignantes ainsi traitées, il est alors tentant de se réfugier dans la technique, de s'éloigner de la personne malade, de ses proches, pour se protéger de l'institution, des malades, des collègues. Il est tentant, et vous le constatez, de se cacher derrière un écran d'ordinateur sans plus regarder la personne malade qui est assise en face de vous. Lorsqu'on se sent trahi, notamment à des fins de basse économie, il est plus facile de devenir indifférent aux humains qui nous entourent que de s'exposer dans des relations complexes et impliquantes. Alors, dans notre société malade, allons-nous regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Je vous propose la première voie. Madame, Monsieur, ensemble, prenons conscience de l'existence dans toutes nos institutions d'une maltraitance passive, ordinaire, par indifférence et lassitude, par absence d'humanité, de culture humaniste, maltraitance qui affecte tant les personnes soignées que les personnes qui soignent. Ensemble, assumons. Remettons-nous en cause et travaillons, collaborons, malades, soignants, personnes de l'environnement et aidants. Collaborons pour changer les choses sans passer notre temps à chercher des excuses ou à sombrer dans la repentance, même si elle est politiquement correcte aujourd'hui. Ensemble, comprenons que la technique et l'économique ont des limites et que dans le soin, des hommes soignent des hommes et non des organes, des objets, des budgets ou des machines. Le soin est une relation de personne à personne. Ensemble, redonnons sens et perspective aux personnes soignantes, à leur engagement pour une amélioration du soin et une vraie qualité qui pourra déboucher sur des résultats économiques. Ensemble, Madame, Monsieur, faisons mieux. Car même si les moyens manquent à l'évidence, être bien traitant ne se limite pas à obtenir plus de moyens. Une jeune stagiaire infirmière au service me disait il y a peu, lorsque nous évoquions le sujet, un sourire, une main tendue ne prennent pas de temps. Et combien sommes-nous dans cette salle à avoir été en attente dans des salles d'attente hospitalières, dans des couloirs, sans que personne ne nous ait regardés, sans que personne ne nous ait souri, sans que personne ne nous ait demandé comment nous allions. Madame, Monsieur, tant qu'il en est encore temps, rêvons notre avenir, en regardant le ciel étoilé et travaillons à le concrétiser. Retrouvons le plaisir de travailler, de faire le mieux possible, de voir ce vaste chantier grandir. Madame, Monsieur, vivons en citoyens, libres, fiers des valeurs de notre République de liberté, d'égalité, de fraternité, et donc de justice et de laïcité. Fiers de nos droits, mais aussi de nos devoirs. Devoirs que nous nous sommes librement imposés. Devoirs envers nous-mêmes et envers les autres, et singulièrement envers les plus vulnérables. Madame, Monsieur, si mon propos a pu sembler défaitiste, il peut vous sembler maintenant naïvement optimiste. Alors que vous le constatez dans notre monde, la gentillesse, sans parler de vérité, de justice ou de bonté, est aujourd'hui perçue comme un acte de faiblesse. Peut-être. Mais comme le disait Milan Kundera, je préfère vivre en optimiste et me tromper que de vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'avoir eu raison. Merci pour votre écoute. Merci à vous, Michel Schmitt. Merci pour cette intervention. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, nous avions initialement invité 2 médecins. Arnaud Chiche, qui devait être avec nous, il était en intervention jusque très tard aujourd'hui, il n'a pu se joindre à nous. Nous allons donc nous nourrir de la seule et importante intervention de la vôtre, Monsieur Michel Schmitt, intervention à partir de laquelle
cher public, vous avez la parole pour un certain nombre de questions, mais je vois que mes amis au micro sont déjà debout. Effectivement, Frédéric et Joël, je vous invite à me rejoindre pour récupérer les micros. Voilà, nous allons travailler en fait autour de plusieurs séries de questions. Voilà, une première série de 3 questions. Pendant que les questions sont en train en fait de se fabriquer dans vos cerveaux, j'ai une petite question que je vous poserai. Docteur, vous avez mentionné la maltraitance et bien sûr sa vertu, la bientraitance. J'ai une question un peu générale à vous poser. Si nous devions aujourd'hui imaginer une mesure, un dispositif public ou politique à mettre en œuvre de manière la plus urgente à l'hôpital, quelle serait-elle ? Je vous laisse réfléchir à la question, d'autres questions vont arriver. On a une première question, c'est parti. Oui, merci pour cet exposé, en tout cas qui est très inspirant. Ma question Alors voilà le micro bien... Oui, ma question serait plutôt, est-ce que la réponse au défi du système de santé ne serait pas d'envisager le paradigme d'une industrie de la santé ? Une industrie dont là, je ne pense pas du tout, je ne pense pas, dans mes propos, n'y voyez pas une marchandisation de la santé, mais plutôt une industrie dont la finalité serait l'individu bien soigné. Merci. Bonsoir. Jusqu'en 2016, il me semble qu'il y avait une structure qui s'intitulait la HALDE, H-A-L-D-E, Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. J'aurais voulu savoir, à titre collectif, qu'est-ce qu'était devenue cette structure. Il me semble qu'elle a été presque dissoute dans l'emploi de défenseurs des droits. Et si elle se conjuguait, si elle se tuilait au sens figuré, avec la charge, l'éthique que vous portez. Et il me semble d'ailleurs que parmi les membres de la HALDE, il y avait une certaine Marie-France Picard qui était membre de la GLFF. J'aurais voulu savoir ce que tout ça est devenu, parce que moi je suis un jeune frère, je suis pianiste classique et j'essaie de faire avancer la cause des artistes en situation de handicap, ce qui peut se conjuguer d'ailleurs avec la thérapie, avec la musicothérapie, avec la médecine de loin, mais ses voisins ou cousins du moins, et j'aimerais bien savoir ce que tout cela est devenu pour la cause publique. Merci. Voilà, on va prendre une dernière question, on va passer aux réponses par la suite. Merci à notre conférencier pour cette belle présentation et cette réflexion sur la bientraitance et la maltraitance. Une grande partie du problème vient de la surcharge de travail des soignants et de notre système de soins, plus que de notre système de santé. Et cela m'interroge. J'ai beaucoup travaillé en Afrique, dans des pays comme cela, où le recours au système de soins est problématique, d'une part en termes d'accessibilité et d'efficacité. Dans ces pays-là, et d'ailleurs ça va être aussi en France, c'est ce que proclame en fait l'OMS, nous devrions plutôt investir dans la prévention, qui ne dépend pas seulement des soignants, mais aussi de choix sociétaux et de prise en compte des différents problèmes. Et là, je parle de prévention primaire, c'est-à-dire pas de dépistage, de diagnostic ou de traitement, qui correspondent à des situations où on a déjà échoué à prévenir, mais vraiment des choses sur lesquelles on pourrait intervenir dans les modes de vie, dans toutes ces choses qui nécessitent, comme l'alcool, comme le tabac, comme la pollution, comme toutes ces questions-là, en fait, qui sont bien connues et pour lesquelles, finalement, la concentration dans le système de soins ne permet pas de régler le problème. Avec la population vieillissante, je pense que c'est important. Merci. Vous avez la parole. Merci pour cette... Oui, c'est bon, ouais. Merci pour ces différentes questions qui laissent présager un débat qui va être intéressant et je l'espère animé. Alors, première question, que pourrait-on faire au niveau de l'État ? Que pourrait-on faire au niveau de l'État ? L'État ne peut pas tout faire. L'État peut créer des conditions. L'État peut surtout inciter à une formation des personnels de soins. Aujourd'hui, aucun soignant n'est formé à la relation à l'autre. Les formations médicales, et j'y participe, sont des formations techniques, sont des formations où on vous apprend à prescrire des examens, on vous apprend à prescrire des produits, des examens biologiques, des scanners, des IRM, mais il n'y a pas de formation à la relation humaine. Alors, autre question qui a été posée, le soin, peut-on l'industrialiser ? Le soin, c'est quoi ? Le soin, c'est une personne qui en reçoit une autre, qui discute avec elle, qui essaye de faire part de ses connaissances, qui essaye d'aider autant qu'elle peut,
mais les personnes malades qui sont présentes dans la salle le savent, l'aide est plus dans la relation de personne à personne que dans la prescription d'un médicament, d'un produit. Cet aspect de la médecine n'est aujourd'hui, en France du moins, pas enseigné, contrairement aux États-Unis, contrairement aux pays d'Amérique du Nord, je pense au Canada en particulier, contrairement à l'Allemagne où je travaille actuellement. Donc si l'État pouvait faire quelque chose, ce serait déjà cette sensibilisation, ce serait déjà cette formation. Deuxième point que l'État pourrait faire, mais à très longue échéance, c'est augmenter le nombre de personnels disponibles. Vous savez que le numerus clausus a augmenté de 7%, mais personne n'a tenu compte du fait que la population vieillissait et que vieillissant, elle allait de plus en plus demander des soins, qu'elle allait de plus en plus dépendre du système de santé et qu'elle allait de plus en plus peser sur l'économie de santé. Donc, augmenter un numerus clausus de 7% ne va en aucun cas résoudre le problème. Et difficulté que personne n'aborde, mais vous le constatez vous-même, il y a quelques années, lorsque l'on faisait des études dans l'Express, dans Le Point ou d'autres magazines sur les professions préférées des Français, les infirmières apparaissaient en première position, toujours. Les médecins en deuxième, troisième, les pharmaciens en 10e, et venaient ensuite toutes les autres. Regardez aujourd'hui, les soignants n'apparaissent même plus dans ces études. Autrement dit, l'image du soignant s'est complètement dégradée, s'est complètement détériorée, et trouver des personnes qui aujourd'hui acceptent d'être formées à la relation humaine, qui est difficile, qui est impliquante, qui vous met en cause. Trouver ces personnes, les garder dans la durée en leur donnant de bonnes conditions de travail et réussir à en former un nombre suffisant et relève vraiment de la gageure. Alors il y a bien sûr des alternatives qui ont été évoquées. On peut parler d'industrialisation de la médecine, de ces cabines de télédiagnostic, de ces protocoles hyper structurés, de ces glissements de tâches. Vous avez tous constaté que de plus en plus les officines de pharmacie réalisaient des choses, que les personnes infirmières réalisaient des choses, que les sages-femmes pratiquaient des actes. Donc c'est un glissement de tâches que je trouve, je n'ai pas à le juger, mais je trouve que c'est palliatif, ça permet de passer une étape, mais ce n'est sûrement pas une solution dans la durée. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées, mais... Alors on avait une question sur la prévention aussi, peut-être une philosophie de prévention davantage marquée peut-être dans notre pays. Alors il y a à la fois la prévention et le dépistage, ce sont deux choses qui se rejoignent. On va prendre un exemple dont je m'occupe professionnellement, le cancer du sein. Vous savez qu'il y a en France une campagne de dépistage des cancers du sein, campagne qui fait sens si plus de 57% de la population adhère à la campagne. Aujourd'hui, en France, malgré toutes les relances, malgré les sensibilisations qui sont faites, seuls 48% des femmes se font dépister. Donc nous avons une campagne qui fonctionne bien, une campagne qui est organisée, une campagne qui coûte cher, une campagne qui n'apporte pas de résultats satisfaisants parce que les personnes ne participent pas. Et j'évoquais tout à l'heure la notion de droit et de devoir. Les personnes soignées ont beaucoup de droits, mais elles ont aussi des devoirs. Celui de prendre soin d'elles-mêmes, celui d'adhérer à une politique de prévention et de dépistage qui leur est proposée, celui de faire attention à elles-mêmes. Et nous avons malheureusement une déviation de notre société soignante où l'on a droit à tout, où l'on a droit aux soins, de préférence gratuits, mais beaucoup de personnes considèrent comme anormal de devoir faire elles-mêmes des efforts. Il en va de même dans la prévention du cancer du poumon par l'abstinence tabagique. Il en va de même dans la modération alcoolique, etc. Donc, prévention, dépistage, très bonne chose. L'État ne peut rien faire si, malgré les sensibilisations, le public n'adhère pas à ces démarches. Merci. Nous repartons sur une série de 3 questions. Michel, merci. Vos perspectives sont éclairantes. En tant que médecin hospitalier, vous voyez chaque jour l'impact direct des conditions de travail sur la qualité des soins que vous pouvez offrir. Des soignants surmenés, des soignants mal rémunérés ne peuvent pas fournir
le niveau de soins que nous, patients, méritons. Nous devons donc investir dans nos équipes, à la fois pour leur bien-être, pour garantir des soins de qualité, et votre point sur l'investissement est crucial. La technologie et l'innovation peuvent transformer notre système de santé, mais sans un soutien adéquat pour les soignants, ces outils restent sous-utilisés. Comment pouvons-nous équilibrer ces investissements technologiques avec les besoins humains? Merci. Alors, j'ai moi-même une question. Oui, une question. Alors, par rapport à la répartition de la charge entre hôpital public et hôpital privé, alors j'ai lu d'ici de là, mais bon, c'est à éclaircir, hein, qu'il y a dans les services des urgences dans l'hôpital public un certain nombre de personnes qui viennent aux urgences parce que, faute de moyens, c'est une population qui a peu de ressources, hein, faute de moyens, ne va pas consulter un médecin et donc il va aux urgences, à l'hôpital public. Et voilà, donc ça vient grossir déjà les réelles urgences. Ça, d'une part, est-ce qu'il y a une répartition de cet accueil des urgences entre hôpital public et hôpital privé? D'autre part, j'avais lu aussi quelque part que l'hôpital privé reçoit plutôt des malades dont, je vais être un peu dur, dont il y a une marge bénéficiaire que l'hôpital privé peut faire et que les malades avec des maladies, on va dire, qui ne laissent pas de marge, sont pris en charge par l'hôpital public. Mais bon, c'est peut-être juste une impression ou quelque chose qui n'est pas totalement juste. Voilà. Une question, peut-être deux. Oui, merci. Une question, peut-être deux. La première question, c'est qu'est-ce que vous pouvez me dire ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire des nouvelles technologies? Je pense à des choses très très simples. Les gens s'informent sur le diagnostic qui leur a été porté, le développent à leur idée et le présentent à leur médecin qu'ils viennent consulter. Et c'est un vrai problème puisqu'ils ne sont pas forcément d'accord et on a une perte de confiance dans cette relation à deux qu'on souhaiterait peut-être un petit peu plus structurée. On a des patients qui sont très très informés et des médecins qui doivent faire face à des questions, effectivement, qui sont un petit peu hors sujet, et ça rend les choses difficiles. Voilà, il y a ce premier point-là qui m'apparaît intéressant dans la question de la confiance entre le patient et son médecin. La deuxième question tourne autour de la psychiatrie. D'abord, j'ai l'impression qu'on a un discours un petit peu du 19e siècle qui était une société du salut. Aujourd'hui, on est dans une société qui prétend être scientifique. Et c'est autour de ça que les choses se passent. Par exemple, pour la psychiatrie, pour moi, j'ai appris que la santé, c'était la vie dans le silence des organes. C'est le professeur Richer qui nous disait ça. Or, aujourd'hui, on sait peut-être que la psychiatrie ou la santé mentale, c'est la vie dans les cris de la psyché. Or, un médecin normalement constitué va tout de suite donner des médicaments pour faire taire la psyché. Et là, on se retrouve dans une situation d'hyperdépendance. Et ma question, c'est cela. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un phénomène de dépendance au corps sous tous les angles, c'est-à-dire que les armoires à pharmacie se dégorgent de médicaments quand on fait du visite à domicile. On est tout à fait surpris de voir que les gens ont des tonnes de médicaments à la maison et qu'ils ont du mal à les rapporter aux pharmaciens. Merci beaucoup pour la question. Qui mérite d'être interrogé. Merci. Non, on va y aller pour les réponses. Merci pour ces questions. Je vais recouper la dernière et celle des urgences, parce que je pense qu'il y a un lien entre les deux. Les urgences sont aujourd'hui un vrai problème. Vous avez tous constaté qu'elles sont saturées. Et il n'est pas rare, lorsqu'on arrive aux urgences à l'hôpital, d'y passer 5, 10, 15, voire une heure, voire une journée entière. Alors, les patients viennent aux urgences parce que cela ne coûte rien en apparence, alors que le
le coût réel des urgences est très élevé. Viennent pour certains par confort, parce que c'est ouvert le dimanche, c'est ouvert le soir, et on n'a pas bloqué une journée de repos, une journée de jardinage et une journée en famille. Viennent aux urgences parce qu'il y a des vraies urgences parfois. Alors vous le disiez, monsieur, le psychosomatique est quelque chose de très important qui est complètement négligé. Et sans en arriver aux plaies, aux traumatismes et autres accidents, beaucoup de nos consultants sont des patients qui relèvent plus du psychosomatique qu'ils ne relèvent d'une médecine aiguë et en tout cas d'urgence hospitalière. Là, vous évoquez un sujet qui nous pose de gros soucis, qui est celui des réseaux Internet, qui est celui des réseaux sociaux. Et m'occupant de cancer du sein, j'ai de temps en temps des patients qui viennent avec des classeurs entiers de publications plus ou moins sérieuses, trouvées sur des sites étrangers, plus ou moins bien traduits de manière automatique, en tout cas très souvent totalement incompréhensibles. La première question que je me pose, c'est pourquoi les gens vont-ils sur les réseaux ? Peut-être est-ce que parce que nous, médecins, n'avons pas réussi à établir la communication nécessaire, à créer le lien nécessaire, par manque de temps, par manque d'intérêt, pour plein de raisons différentes. Les patients n'ont donc d'autre solution que de se renseigner ailleurs et de venir avec des classeurs entiers. Mais je peux vous assurer qu'une consultation médicale qui commence par un patient qui vous pose 3 classeurs sur votre bureau, parlant de choses dont vous n'avez jamais entendu parler, de techniques plus ou moins ésotériques, faites d'extraits de boules de gui associés à des... J'ai vu récemment des concentrés de jus de lentilles pour traiter un cancer. Cela nécessite quand même un temps de réflexion et un temps de réaction qui est complexe. Alors, concernant le côté psychothérapique, je vous suis totalement en France. Nous avons un retard majeur sur les soins psychothérapiques, sur les soins psychologiques et les prises en charge psychiatriques. Nous manquons de façon dramatique de spécialistes de ces pathologies. Et donc, qu'est-ce qu'il en reste ? Vous parliez de la psyché et de ce retentissement. Il en reste des pathologies psychosomatiques qui débarquent dans nos consultations, qui saturent nos consultations. Il faut y rajouter une certaine angoisse, une certaine inquiétude qui procède notamment du climat social qui est le nôtre aujourd'hui. Donc la thématique des urgences est très complexe. Il y a effectivement les vraies urgences qui attendent par manque de personnel. Une des solutions actuellement, c'est de mettre en place des consultations préhospitalières de tri, gérées par des infirmières. Cela est fait dans mon hôpital et fonctionne relativement bien. Il y a ensuite la question du coût des urgences qui ne sont pas gratuites, contrairement à ce que pense un certain public. Et il y a toute cette gamme des pathologies psychosomatiques que vous évoquiez, qui pour le moment n'est pas du tout gérée en France. Qui pour le moment est mal gérée en France et pour lequel il y a vraiment un très très gros effort à faire. Après, je suis médecin et donc j'écris mal, ce qui fait que j'ai un peu de mal à me relire. La problématique public-privé, alors je ne vais pas y rentrer, ayant toujours refusé de travailler en privé, sans vous dire pourquoi, mais il est un fait qu'une structure qui fonctionne sur un mode libéral, qui a besoin de générer des recettes pour vivre, il est un fait que cette structure va choisir les soins qui sont les plus rémunérateurs et qui en tout cas va fuir les pathologies qui coûtent très cher. La médecine privée, hospitalière privée, s'est donc orientée vers la chirurgie ambulatoire. Elle fait près de 60% des gestes de chirurgie ambulatoire. C'est engagé dans toute une série de chirurgies relativement lourdes, mais lorsque les cas se compliquent, passent en réanimation, lorsqu'il y a des infections qui sont chères, des maladies nosocomiales, très souvent il y a un transfert vers l'hôpital public. Alors cet hôpital public est souvent critiqué parce qu'il est saturé, parce que son coût apparaît dans les statistiques de l'assurance maladie, mais réaliser tout ce qui est fait à l'hôpital public. La permanence des soins, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, la prise en charge de toutes les urgences, même s'il y a des délais d'attente, et la prise en charge de toutes les pathologies. Alors à ce sujet, si nous parlons de coûts privés-publics, qui est-ce qui vous parle, dans quelle presse, dans quel réseau social avez-vous entendu parler de ce que rapporte la médecine ? De ce qu'elle rapporte en faisant taire vos maladies,
de ce qu'elle rapporte en vous permettant de travailler après une maladie parce que vous vous êtes guéri de la pathologie que vous aviez. De ce qu'elle rapporte en vous permettant d'avoir des enfants, de vivre plus longtemps, de travailler plus longtemps, même si c'est un terme qui aujourd'hui est mal vécu lors du débat sur les retraites. Mais la médecine coûte, mais elle rapporte à notre société. Et ce côté, ce versant du rapport sociétal de la médecine n'est pas abordé actuellement. Je pense que ce serait une bonne chose et peut-être un chantier également pour notre République. Voilà, je pense avoir répondu aux questions. Oui. On va reprendre une série de 3 questions, effectivement. Franck. Bonsoir. Pour avoir participé à un certain nombre de réunions du Ségur de la Santé, on s'est aperçu qu'au moment de la crise Covid, il y a plein de nouvelles façons de fonctionner qui ont été testées pour prendre en charge tous les patients et pour prendre en charge les patients qui n'étaient pas forcément atteints par le Covid, mais qu'il fallait prendre en charge dans les cabinets. Et il y a plein et notamment des idées sur des partages de compétences, sur des transferts de tâches qui ont été mis en place et qui ont bien fonctionné. Et à la fin du Ségur de la Santé, quand on a publié les conclusions du Ségur, en fait, on s'est aperçu que rien n'avait changé. C'est toujours les médecins qui commandent et qui ont envie de commander. J'ai notamment un exemple précis. L'adresse, la direction des statistiques du ministère de la Santé, nous avait présenté des statistiques en indiquant que le nombre de masseurs kinésithérapeutes augmentait de façon très exponentielle et très rapide, et que c'était très bien parce que le nombre de personnes âgées qui devaient être prises en charge par ces kinésithérapeutes allait lui aussi augmenter de façon exponentielle. Le problème, c'est qu'on nous expliquait dans une diapositive suivante que le nombre de médecins libéraux diminuait et qu'on arrivait à des chiffres qui faisaient qu'il n'y aurait pas forcément assez de médecins libéraux pour prendre en charge les patients. Et le problème, c'est que les kinésithérapeutes qui doivent prendre en charge les patients, ils doivent être prescrits. Et s'il n'y a pas de médecin pour prescrire les soins de kinésithérapie, comment on fait pour les prendre en charge? Voilà. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur ce genre de questions de transfert de tâches? Et également, j'aimerais avoir votre avis sur la part de la médecine de ville dans la distribution de soins. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je m'interrogeais sur une chose. Lorsque l'on parle de problèmes de la santé, on ne parle uniquement, pour 99%, des problèmes des soignants. Qu'en est-il du problème du reste du personnel d'un hôpital, d'un établissement de santé? Ce sont des personnes qui sont indispensables, que ce soit le brancardier, que ce soit le personnel de ménage. S'il n'était pas là, je pense que l'hôpital, l'établissement ne tournerait pas. Mais on ne parle jamais d'eux. On ne parle que des problèmes des soignants. Merci. Je vais me permettre de répondre tout de suite en dérangeant votre règle, parce que vous abordez un point qui me tient tout particulièrement à cœur et que nous avons très largement défini dans la mission ministérielle, dont vous pouvez lire le rapport sur le site de la documentation française. C'est quoi un soignant? Un soignant, ce n'est pas une personne qui se promène en blouse blanche dans un couloir. Un soignant est une personne, pas un agent, une personne qui consacre du temps aux soins apportés à l'autre. Et le soin apporté à l'autre, ce n'est pas uniquement une piqûre, ce n'est pas uniquement un pansement, ce n'est pas un geste opératoire. C'est une relation établie avec l'autre. Dans les soignants, il y a certes les blouses blanches que vous évoquez, mais il y a tous les autres personnels qui concourent aux soins, l'infirmière qui accueille, la secrétaire qui donne les rendez-vous, la secrétaire qui écrit le dossier, les personnels d'entretien. Avec quel personnel soignant y a-t-il le plus de relations à l'hôpital, le plus de temps d'échange? C'est avec les aides-soignantes et le personnel de service je dirais pas qui a le temps, mais qui est disponible durant son travail. Donc, dans mon esprit, dans notre esprit, dans l'esprit des rapports, les soignants, en aucun cas, ne se limitent aux blouses blanches. J'irai plus loin. Le cuisinier à l'hôpital, le jardinier, le directeur, le président éventuellement,
font partie des soignants. Si le directeur ne fait pas son travail, s'il ne donne pas les moyens aux catégories évoquées tout à l'heure, la personne ne sera pas bien soignée. Si le jardinier ou les ouvriers passent tous les matins à la tondeuse, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, à 5 heures du matin devant les fenêtres des hospitalisés, ce n'est pas un soin de qualité. Si les brancardiers, ça m'est arrivé il y a 3 mois, ayant été opéré de la main, si les brancardiers font un rallye dans les couloirs de l'hôpital pour voir qui arrive le plus vite en salle d'opération, alors que vous êtes couché sur un brancard ballotté sous des lumières de plafond qui défilent, ce n'est pas un soin de qualité, mais ce sont tous des soignants parce qu'ils ont tous un rôle à jouer dans cette action de soin. Donc, de grâce, ne limitez pas le soignant à celui qui a un stéthoscope ou qui a une seringue à la main, mais toute personne qui concourt à la prise en soin d'une personne malade, j'évoquais les fonctions administratives, paramédicales, médicales, toutes ces personnes sont des soignants. Oui, très bien. Je vais changer de place, ça va être plus confortable. Ça va être plus confortable d'ici. Alors la question à laquelle je souhaiterais répondre maintenant est celle de la médecine de ville et des prescriptions, et une mention particulière avait été faite au glissement de tâches et aux activités des kinés en ville. Pour pallier le manque de médecins, dont certains pensent qu'il a été programmé afin de limiter les dépenses de santé, des glissements de tâches sont organisés. Je l'évoquais avant, les pharmacies délivrent maintenant des vaccins, les sages-femmes pratiquent des soins, les infirmières peuvent réaliser des soins, ils peuvent maintenant prescrire des examens. Les kinés peuvent également prescrire des examens et contrairement à ce que vous pensez, ils peuvent maintenant réaliser des actes sans prescription médicale dans 3 cas particuliers que sont les sciatalgies, les dorsolombalgies et les sciatalgies, que sont les rééducations des entorses de la cheville, donc des traumatismes de la cheville, et que sont les soins de longue durée apportés aux personnes cancéreuses. Donc nous allons progressivement, constatant ce manque de médecins, qui ne sera pas réglé demain, si jamais il est réglé un jour, nous allons progressivement vers des professions paramédicales qui vont prendre une partie de l'activité. Dans mon secteur, à l'hôpital, il y a maintenant des personnels qui font des examens radiologiques, qui les interprètent, qui font des échographies, qui les interprètent, voire qui soumettent les examens qu'ils réalisent à un ordinateur, à une intelligence artificielle qui rend un diagnostic. Donc cet aspect de l'intelligence artificielle n'a pas été évoqué ce soir, mais c'est une évolution importante de la médecine qui, de plus en plus, va faire appel à l'ordinateur. Et le risque étant qu'un jour, nous nous retrouvions dans une cabine, il en existe déjà dans certaines pharmacies, avec un stéthoscope qui va se poser sur votre bras, avec un otoscope qui va regarder votre oreille et va vous sortir un diagnostic de votre pathologie, une préconisation de prescription. C'est sûrement, vous l'évoquiez dans votre question tout à l'heure, c'est sûrement un soin techniquement de qualité. C'est sûrement, c'est pas un soin, c'est un acte thérapeutique de qualité. Mais est-ce que c'est un soin? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que, si vous avez une maladie grave, vous avez envie d'avoir un ordinateur qui vous crache une feuille de papier, ou est-ce que vous préférez avoir quelqu'un qui prend du temps, qui vous écoute, qui explique, qui vous revoit, qui écoute votre famille? Pour ma part, le choix est fait. Et ce choix est important aujourd'hui parce que c'est maintenant que se décide la médecine de demain. Voulons-nous, je l'évoquais dans mon topo avant, voulons-nous une médecine garage où on dépose un corps, un œil, et on récupère le soir? Ou voulons-nous une médecine où il y a des soignants qui passent du temps, qui écoutent, qui expliquent? Songez à la fin de vie, débat actuellement en cours, je crois que vous y avez consacré beaucoup de temps au Grand Orient. Cette fin de vie peut-elle être mécanisée, peut-elle être la même pour tout le monde, peut-elle être écrite, même protocole, même procédure pour tout le monde? Ne procède-t-elle pas d'une discussion, d'un échange, d'une écoute, d'une confiance? Parce que sans confiance, il n'y a pas de soin, à mon sens. Je crois personnellement que oui, et je n'ai aucune envie de voir les machines prendre le dessus, fussent-elles de qualité parfaite,
et peut-être techniquement meilleurs que certains d'entre nous. Bonsoir. J'aimerais poser une question en faisant un petit pas de côté pour aborder une question que moi je considère comme éthique, puisque ce mot a été évoqué plusieurs fois. Et dans ce temple de la liberté, de l'égalité, fraternité, je m'interroge sur ceci. Comment avons-nous pu collectivement accepter que des soignants soient suspendus? Alors, j'arrête tout de suite une éventuelle polémique. Je ne mets pas en cause la nécessité de la vaccination, c'est un autre débat. Mais à partir du moment où une autorité publique ou sanitaire décrète que c'est nécessaire pour les soignants, pourquoi ces personnels n'ont-elles pas tout simplement et humainement été licenciés avec les droits qui vont avec? Et pourquoi avons-nous tous accepté, sans se soulever collectivement, que ce soit les autres soignants ou que ce soit les institutions, comme ici, pour refuser qu'ils soient suspendus sans droit, sans revenu, sans statut, sans rien, certains pendant plus de 2 ans, souvent des femmes et des personnes qui ont donné tout ce qu'elles pouvaient dans la période la plus critique de cette crise Covid. Et la deuxième question bis qui suit ça, ne pensez-vous pas que cette démarche qui a eu lieu et qui a impacté beaucoup de monde participe au fait que vous n'arriviez pas à recruter dans ce milieu, chacun, chacune, infirmière, petite main de l'hôpital, pouvant se dire demain, s'il y a une injonction qui vient à laquelle je ne voudrais pas être, je vais me retrouver avec rien pour survivre, pour vivre tout simplement. Merci. Merci de cette question. C'est la dernière question que nous prenons parce que nous avons une deuxième étape derrière, un peu surprise. Docteur, je vous laisse répondre à cette question. Alors on peut passer beaucoup de temps à répondre à cette question qui est importante. Je l'aborderai par le deuxième aspect de vos propos, le recrutement. Je ne pense pas que l'on puisse dire aujourd'hui que les difficultés du recrutement procèdent des faits que vous évoquez, qui sont évidemment tout à fait discutables. Regardez un petit peu ce qui se passe. Environ 30% des infirmières ne finissent pas leurs études et arrêtent en 2e année. Environ 60% des infirmières ne travaillent que 5 ans et arrêtent de travailler. Actuellement, environ 20% des internes, qui sont quasiment au bout de leurs études, raccrochent leur tablier en 6e année. Donc nous avons véritablement une lassitude de la profession, nous avons une lassitude de la non-considération, de la non-valorisation de la profession, et chose que nous oublions trop souvent. Et là, vous abordez un de mes dadas, donc si nous avons la nuit, nous allons pouvoir en parler, parce que c'est un de mes sujets de travail actuellement. Il faut que nous, je vais revenir au Covid tout à l'heure, il faut que nous comprenions, Madame, Monsieur, que les nouvelles générations ne sont pas les anciennes générations. Les pôles d'intérêt ont changé. Là où les plus anciens, et j'en fais partie, s'honoraient à grandir par le biais du travail, ces générations pour lesquelles le travail était une valeur, un ascenseur social, une façon de progresser dans la société, les nouvelles générations, peut-être plus intelligentes que nous ne l'étions, ont pour cible une vie personnelle, ont pour cible une vie familiale dont nous étions trop souvent absents du fait de notre travail. En tout cas, cherchent à se réaliser ailleurs que seulement au sein de leur travail et singulièrement, en ce qui nous concerne, au sein de l'hôpital. Si on ajoute à ceci que l'hôpital ne valorise pas les personnes qui sont, pour des raisons économiques que vous évoquiez, pour des raisons raisons statutaires que vous évoquiez, pour des raisons de charge de travail, pour des raisons de désorganisation, pour des raisons de mutation progressive. Vous commencez dans un service, vous continuez dans un deuxième sans avoir rien demandé, vous finissez dans un troisième, vous n'êtes pas du tout maître de votre trajet. Tous ces éléments font que les jeunes se détournent de la profession. Alors, cela conduit à des abandons au bout de 2 ans pour les infirmières, en cours d'internat pour les médecins, parce qu'ils découvrent la réalité de la profession et clairement, ils n'en veulent pas. Et donc, ils arrêtent.
Concernant le point que vous évoquez sur le Covid, vous comprendrez bien que je me garderai bien d'aller trop loin dans la réflexion. Mais vous savez tous qu'en Alsace, dont je viens, nous avons été les premiers atteints par cette pathologie. Au cours du mois de mars, nous étions à Mulhouse, à l'hôpital de Mulhouse, nous avions en moyenne 37 décès par jour, Covid, 37. Les morgues étaient saturées, on ne savait où mettre les corps. C'était vraiment un moment difficile en termes de prise en soin. À l'époque, souvenez-vous, le public demandait à corps et à cri pourquoi il n'y avait pas de vaccin disponible, pourquoi il n'y avait pas de traitement disponible. Est ensuite arrivé ce vaccin que beaucoup de personnes ont considéré comme arrivant trop rapidement et pas assez expérimenté. Je ne porte aucun jugement sur la chose. La question qui s'est posée aux directions d'hôpitaux était, du moins ce qu'on nous a dit, peut-on laisser travailler et peut-on prendre le risque de laisser des personnes soignantes contaminer des personnes en réanimation, en chirurgie lourde, en traumato, sans être vaccinées? La réponse apportée à l'époque a été non. Cette réponse était-elle justifiée ou pas? Je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Le vaccin était-il opportun ou non? Je pense que oui, mais je ne peux pas vous le prouver, je n'en sais rien. Je me fais vacciner personnellement tous les ans, ce qui ne va pas empêcher d'avoir le Covid 3 fois, la dernière fois il y a un mois. Sur les procédures DRH de mise à pied sans salaire et autres, ces affaires sont en jugement actuellement. Donc nous verrons bien ce que dira la justice, elle dira le droit. Dans quel sens, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais ce que je peux vous assurer dans mon service, par exemple, c'est qu'il n'y a pas eu de mise à pied. C'est que les postes ont été adaptés pour les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner et n'ont plus été en contact avec les patients. Il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Et que la crise Covid a été un moment difficile, mais un moment où nous avons tous travaillé de façon unie, en allant tous dans la même direction, en ayant le soignant comme seul objectif, en n'ayant plus de direction qui prennent des décisions irraisonnables. On était seuls à gérer la maison. Et c'était un moment difficile, mais particulièrement heureux sur le plan professionnel. Je vous étonnerai en disant cela, mais c'est ce que nous avons perçu. Merci à vous, Dr Michel Schmitt, et un remerciement général pour votre intervention. Nous avons, pour finir, souhaité donner la parole à deux amis de l'obédience. J'appelle donc Patrick et Christine. Pour un petit mot, c'est quand vous voulez. Allez-y. Ça va, Christine? Ça peut aller. Ouais. Alors déjà, je voudrais déjà commencer par remercier notre orateur, parce qu'on a pu mesurer, je pense, mais d'autres le diront certainement mieux que moi ensuite, on a pu mesurer que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile aujourd'hui d'avancer dans le monde dans lequel nous sommes. Ce monde dans lequel nous sommes avance à une telle vitesse qu'on a parfois du mal à avancer en même temps que lui. Avec Christine, on va vous parler d'autre chose, mais c'est la même chose exactement, en fait. C'est une question sur l'invisibilité et sur la visibilité. Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui est invisible? Laissez-moi vous conter cette histoire. Un jour, dans le Tarn-et-Garonne, dans l'effronterie de ses 3 ans d'existence, une toute jeune loge s'est mise à rêver. Elle-même confrontée aux aléas de la vie, aux accidents invalidants, à la perte parfois douloureuse de ses proches, elle a fermé ses yeux, elle a ouvert son cœur. Alors un mot s'est imposé.
Imagine. Imagine qu'en cette année 2024, profitant des Jeux Olympiques, des élections européennes et du débat sur la fin de vie, imagine un symbole d'espoir, un relais à se passer de loge en loge pour gagner cette course à la dignité, cette course à la fraternité retrouvée. Imagine un simple tapis de loge qui se transporterait du nord au midi, de l'Occident à tous les Orients. Un tapis de loge qui servirait de support à des cœurs et des idées, s'enrichissant à chaque étape afin de partager, défendre et faire progresser la vision sur le handicap et la fin de vie dans une dignité incontournable et essentielle. Mais comment le faire voyager ? Il a suffi de le faire voler. Et c'est là la rencontre assez magique entre deux personnes très différentes, mais tellement complémentaires, qui a permis de lui donner des ailes. Imagine non plus un tapis de loge, mais un tapis volant. Car maintenant, il vole, infatigable, partageant avec des profanes et aussi avec des francs-maçons, tous citoyens du monde, et recevant leurs avis, leur soutien. De tous ces échanges est née une proposition qui a été transmise au Grand Orient de France afin de pallier à des situations aberrantes, ancrées dans le déni de la dignité des personnes confrontées soit au handicap, soit à la fin de vie. Ce tapis volant, a pour vocation de jamais s'arrêter de voyager. À la rentrée, en septembre prochain, il est attendu dans 3 villes, dont l'une est au Luxembourg, et nous l'accompagnerons. Mais il ne pouvait pas voler sans vous tous, et vous l'avez beaucoup aidé. En raison de la croissance rapide de son projet, qui déjà ne lui appartient plus, la Libre Pensée 6021 à Castel-Sarrazin transmet aujourd'hui son tapis de loge à la loge d'études et de recherche Héphaïstos, Humanisme et Handicap, qui continuera le chemin tracé. Le voyage est encore long, mais nous n'aspirons pas au repos. Merci, mon très cher frère Patrick. Reçois ce tapis. Tu en feras bon usage, je le sais. Continue de le faire voyager. Bien sûr, nous serons là, toujours là pour t'aider et te soutenir. Mais n'ayez crainte. La Libre Pensée 6021, des yeux mi-clos, se surprend de nouveau à rêver à un autre projet. Alors ce tapis, avant que nous ne continuions, a déjà voyagé. Il a voyagé tout autour de la France. Nous avons visité avec Christine de nombreuses loges et nous avons visité de nombreux congrès tout autour de la France. Nous avons été au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et nous avons reçu à chaque fois un accueil extraordinaire. Nous sommes devenus visibles. Je sais, on voit bien le fauteuil roulant de Christine, je sais, on voit bien le mien aussi. Mais dans l'esprit, lorsque nous ne sommes plus en face de vous, nous devenons des entités simples. Au moment où nous sommes en face de vous, là, vous voyez que nous sommes en bas des marches. Nous ne sommes pas en haut. Pourquoi ? Simplement parce qu'il manque peut-être quelque chose qui nous permettrait de monter. Alors, laissez-moi vous faire rêver un petit peu, et cette fois-ci non plus avec de la prose, mais avec quelques vers. Dans le Tarn-et-Garonne, un rêve naquit. À 3 ans d'existence, une loge s'épanouit. Accident, perte, douleur de la vie, elle a fermé ses yeux, ouvert son cœur et pris. Ô Héphaïstos, imagine, en cette année de résonance où la flamme olympique brille, les élections en danse et le débat sur la fin de vie s'élève avec passion, de loge en loge se propage notre mission. Imagine notre tapis simple, humble, mais noble, voyageant du nord au midi, d'orient à occident, portant des cœurs et des idées, chaque étape enrichie pour partager et défendre la dignité et l'infini. Mais comment, cher forgeron, le faire voyager ? Il suffit de le faire voler. D'un coup de magie enlacée, 2 âmes se rencontrèrent, différentes mais unies, pour donner des ailes à ce rêve par la complémentarité. Imagine Aphrodite,
non plus un tapis de loge, mais un tapis volant au monde exposé. Profanes et francs-maçons, faisant fi de l'horloge, échangent et soutiennent ce projet espéré. Au Grand Orient de France, pallions l'injustice. Où est la dignité? Où le handicap persiste? Ce tapis vole, toujours et encore avec passion, à chaque ville, chaque cœur, relaiera sa mission. Septembre 2024, là, 3 villes l'attendent, Luxembourg y compris, voyage en flamand. Mais ce voyage, Aphrodite, ne se fera sans toi. La Libre Pensée 6021 a donc fait ce choix. Héphaïstos, humanisme et handicap, reçoit donc ce tapis et continue son pas. Nous serons là toujours pour te soutenir. La Libre Pensée rêve, prête à s'épanouir. Avec confiance, ce tapis voyageur, gardons-le en mouvance. Notre rêve jamais ne s'éteindra. Et si le voyage est long, avançons à grands pas. Ferme les yeux, cher Héphaïstos. Laisse-nous ensemble rêver. Un tapis volant en voyage, vole pour la dignité, de Castel-Sarrazin jusqu'aux cieux infinis, unis de par l'espoir, fraternité et envie. Pour celles et ceux qui ne voient pas au fond, il s'agit de boire du champagne à la santé. Alors celui-ci n'est pas pour moi, mais pour le grand maître. À votre santé. À votre santé. À votre santé. Et à notre à tous. santé. Merci à vous, Patrick et Christine, pour ce moment inattendu et effectivement à votre santé. Merci. Pour finir, j'appelle désormais le grand maître du Grand Orient de France, Guillaume Trichard, pour les mots de conclusion. Merci, mon très cher frère Fabrice, mes très chers frères et mes très chères sœurs conseillers de l'ordre. Mon très cher frère grand hospitalier qui a fait l'introduction de cette si belle conférence, qui se termine en plus par un moment d'émotion grâce à notre frère et à notre sœur. Cette conférence publique vient clôturer provisoirement un cycle, le cycle des chantiers de la République dédiés aux dignités humaines, animé par notre sœur Gloria et avec l'aide de notre frère René Durand qui se cache sur les colonnes, toujours aussi timide qu'il est. Plus sérieusement, nous avions souhaité que cette année maçonnique, nous puissions donner de l'écho à la problématique ou aux problématiques au pluriel de la dignité humaine ou des indignités humaines qui existent dans notre pays. Nous avons traité de la question de la précarité étudiante et de ces étudiantes et de ces étudiants qui font la queue aux banques alimentaires, aux associations, parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir, alors que leur souci devrait être d'étudier le ventre plein. Nous avons reçu ici une association, notamment, alors deux, la FAGE et Copain, et l'association Copain, qui est la première association de lutte contre la précarité étudiante, est désormais aidée également par la Fondation du Grand Orient de France. Nous avons traité de la question du mal-logement ou de l'absence de logement, du logement indigne. Nous avons traité de la problématique de l'accès à l'eau, avec cette volonté renouvelée, partagée avec notre Commission nationale de réflexion sur le développement durable,
qu'il doit y avoir un droit opposable à l'eau pour tous les êtres humains. Concluant, je me souviens que l'eau n'est pas un bien monétisable, privatisable malheureusement, mais un élément du patrimoine de l'humanité, voire même du patrimoine de l'univers tout court, puisque l'eau est également et doit être accessible à l'ensemble de la biodiversité. Nous avons traité également de l'indignité des personnes âgées, avec notamment les scandales de ces EHPAD privés, en remettant, en réaffirmant le souhait que le Grand Orient de France puisse évidemment réaffirmer que ces EHPAD doivent être placés sous le contrôle et je dirais même le financement public. Nous avons traité des conditions indignes de vie des lieux de privation de liberté avec ces hommes et ces femmes qui, condamnés, purgent leur peine, mais dans des conditions inacceptables, avec donc cette double punition qui est opposée à ces hommes et ces femmes. Et ici même, nous avons eu des contrôleurs des lieux de privation de liberté qui sont venus nous redire l'horreur qu'ils constatent très régulièrement lorsqu'ils visitent nos prisons françaises. Nous avons traité, et ça a été rappelé tout à l'heure, de la question de la fin de vie digne, de ce projet de loi que nous souhaitons d'ultime liberté, qui d'ailleurs est une des premières victimes de la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que tout devra être recommencé à zéro, quand bien même la ministre de la Santé a reçu une délégation du Grand Orient de France et des obédiences maçonniques pour pouvoir échanger sur l'avancement de ce projet de loi qui, donc, par définition, est désormais à l'arrêt. Et ça me permet de rappeler que sur ce projet de loi, le Grand Orient de France accorde une importance fondamentale au respect des soignants. Nous avons réaffirmé qu'il ne pourra pas y avoir une loi effective, votée certes, mais effective dans les faits, si les soignants ne sont pas intégrés dans les dispositifs, s'ils ne sont pas respectés, s'ils ne sont pas valorisés dans cette stratégie à la fois de soins palliatifs et d'aide à mourir. Nous aurions pu traiter, alors nous avons traité également, mais parce que les sujets ont été nombreux cette année, des travailleurs pauvres, ces millions, 2,5 millions de travailleurs pauvres dans notre République. Ces travailleurs pauvres dont certains dorment dans leur véhicule. Ils ne gagnent pas suffisamment pour avoir un logement. On revient à la problématique du logement. Et ils n'ont pas le droit à des aides pour pouvoir bénéficier d'un logement. Nous aurions pu, cette année, et heureusement que vous avez été là, mon frère, ma sœur, traiter du handicap et de l'inclusion des personnes handicapées, de l'indignité dans nos sociétés, dans notre société, dans notre République, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'on parle surtout des Jeux olympiques, mais très peu des Jeux paralympiques. Et c'est encore une réalité qui se confronte à nous. Alors évidemment, au sein de notre obédience, et je l'ai dit au vénérable maître de la loge d'études et de recherche Héphaïstos, nous allons faire notre part en interne pour que
sans attendre un vœu qui, j'espère, sera voté par le Convent, nous puissions faire déjà des choses simples. Par exemple, et c'était un engagement que j'avais pris, l'impression en braille d'un certain nombre de documents tels que le règlement général, des rituels, etc. etc. Investir, par exemple, pour que, lorsque nous ne pouvons pas casser des escaliers, il puisse y avoir des systèmes de monte-charge, de monte-escalier, lorsque c'est impossible de faire autrement. Et puis, que par exemple, là je m'adresse très ouvertement aux frères et sœurs, que sur tous nos projets immobiliers, le handicap soit pleinement pris en compte, notamment lorsque on installe, comme dans ce temple, un orient, afin de permettre à chacune et à chacun de pouvoir accéder aux offices de président, d'orateur et de secrétaire de la loge. Nous aurions pu traiter aussi cette année de la souffrance de nos agriculteurs. Il y a eu une crise agricole cette année. Moi, j'ai été interrogé par des journalistes qui me demandaient « Qu'avez-vous à dire au Grand Orient de France sur ces agriculteurs qui se suicident, sur l'indignité de celles et ceux qui nous nourrissent ?» On aurait pu aussi avoir cette réflexion. Bref, les sujets sont nombreux lorsqu'il s'agit de parler de dignité humaine. Alors, ce soir, pour revenir au thème de notre conférence publique dédiée à la problématique de la santé en France, nous pouvons faire le constat que notre République, indivisible, laïque, démocratique et sociale, est elle-même malade. Et si elle est malade, c'est qu'elle a dans ses symptômes de maladie, notamment celui d'un système de santé lui-même malade. Et donc je veux remercier sincèrement notre éminent intervenant, le docteur Michel Schmitz, pour son témoignage éclairé, son analyse rigoureuse. Je le crois également, il nous a permis, au travers de son intervention, de redéfinir, de redonner un certain nombre de définitions sur ce qu'est le soignant, et c'était utile. Il a traité de la question de la bientraitance, et c'était utile. Une de ses citations, il ne l'a pas dit, mais dans un certain nombre d'ouvrages, c'est « le soin, ce n'est pas qu'une piqûre ». Et donc, évidemment, je crois que cette phrase simple résume bien ce qu'il a essayé de nous présenter ce soir. Cette conférence nous a donc permis, grâce à vos interventions, de toucher du doigt des réalités parfois sombres et inquiétantes de notre République malade. Les déserts médicaux, la difficulté d'obtenir simplement un médecin généraliste pour chaque citoyen. Vous savez aujourd'hui le nombre de citoyens qui n'ont pas un médecin référent, un médecin généraliste qui les suive, mais également de décrocher des rendez-vous chez un spécialiste. Autant de problématiques qui, je le dis, exacerbent le sentiment d'abandon de nos concitoyens par la République, celle qui doit soigner ses enfants. Ce sentiment, lorsqu'il n'est pas entendu ou traité, pousse certains d'entre eux dans les bras des partis populistes qui proposent des réponses simplistes à des problèmes, nous l'avons vu, complexes. Alors, face à cette situation, il est de notre devoir, en tant que frères et sœurs du Grand Orient de France, en tant que citoyens, de continuer à réfléchir, d'aller plus profondément dans les détails de ce que nous avons esquissé ce soir. Alors, quel message devons-nous retenir finalement en quittant cette salle? Je dirais que chaque membre de notre société, et je vais reparler ici du solidarisme qui est cher à mon cœur, solidarisme dont le concept a été développé par Léon Bourgeois, que chaque membre de notre société, chaque être humain, est débiteur de l'ensemble de l'humanité.
qu'on est débiteurs les uns des autres, et que donc, chacun à notre niveau, nous pouvons et nous devons contribuer à notre niveau à faire en sorte que ce système de soins qui est malade puisse être également soigné. C'est-à-dire que chacune et chacun d'entre vous et d'entre nous, nous transformions nous-mêmes en soignants de notre système de soins par des gestes simples, comme ça a été expliqué tout à l'heure, des gestes d'éviter par exemple d'aller aux urgences pour le moindre petit problème, d'éviter, je le crois aussi, de se faire surrembourser sur des médicaments dont on sait que nous pouvons nous les offrir. Je parle évidemment de ces médicaments qui ont des coûts très peu élevés, des prix très peu élevés, mais le réflexe, c'est que tout ce que le médecin a noté sur l'ordonnance, je le donne à la pharmacie et je ne le paye pas puisque j'ai le tiers payant. Mais il y a un comportement de responsabilité que nous devons avoir les uns envers les autres pour que notre système de sécurité sociale, puisque le mot a été peu prononcé ce soir, soit sauvegardé et ne soit pas mis en péril par des techniciens, des restrictions budgétaires, des restrictions financières. Je crois qu'il en est donc de la responsabilité collective et individuelle de chacun, et je nous invite évidemment à continuer à travailler sur ce sujet, sur la prochaine année maçonnique à venir, en espérant que grâce à l'expérience de plusieurs médecins au sein du Conseil de l'Ordre, nous pourrons continuer à apporter notre pierre. J'ai dit et je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour accompagner le départ du grand maître et du docteur Michel Smith. Merci encore.